vous voulez bien gagner ou regagner vos places sans trop tarder, ça nous permettrait de commencer presque à l'heure. Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Même si la salle n'est pas encore complètement remplie, nous allons sans plus tarder entamer cette seconde table ronde de la journée, qui va consister à vous expliquer en fait de quoi il retourne avec ce prix, avec ce label attribué à Nantes Métropole, Nantes capitale verte de l'Europe. En effet, c'est quand même, sans faire de peine aux invités de ce soir, c'est quand même une distinction encore relativement peu connue en France et en Europe, beaucoup moins connue par exemple que capitale européenne de la culture. Donc nous allons ce soir voir pourquoi Nantes a obtenu cette distinction, comment l'a-t-elle obtenue, quel usage compte-t-elle en faire, dans quelle mesure les citoyens les entreprises sont-elles ou non impliquées dans ce succès, et nous terminerons par le lien qu'on peut établir entre Nantes Capitale Verte et la démarche prospective qui a été conduite ces 2 dernières années à Nantes, Ma ville demain. Je vous présente les invités, on va le faire dans l'ordre géographique. À mes côtés, Fabrice Roussel, qui est le maire de la Chapelle-sur-Erdre et qui est vice-président de Nantes Métropole en charge du dialogue citoyen. Je ne sais pas si c'est proximité dialogue citoyen. Gilles Rottière, que vous avez déjà vu ce matin pour vous accueillir et lors de la première table ronde, donc qui est le président de Nantes Métropole et également le maire de Rezé. Comme ce matin, j'en suis désolé, mais je ne suis pour rien dans l'organisation. Moi, je ne fais qu'animer les débats. Nous n'avons qu'une seule femme, mais laquelle? Et nous l'avons mise au centre de la scène. Johanna Roland, qui est première adjointe au maire de Nantes. À ses côtés, Pierre Biche, qui est membre du conseil de développement, qui est là à ce titre, mais également, il a été professionnellement délégué régional de l'ADEME, et donc a forcément une sensibilité un peu aiguisée sur les questions d'environnement. À ses côtés, Philippe Marest, qui est en charge de la Direction générale environnement et services urbains à Nantes Métropole. Thierry Violent, qui est le directeur de l'agence d'urbanisme de la région nantaise, l'agence d'urbanisme qui a piloté la démarche Ma ville demain, Nantes 2030. Et enfin, à ses côtés, un autre membre du conseil de développement, Simon Prévost, qui s'occupe d'une association qui a une action environnementale tout à fait importante, la Fédération des Amis de l'Erdre. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec la géographie nantaise, l'Erdre est un très bel affluent de la Loire. Et d'ailleurs, Fabrice Roussel, qui est maire de la Chapelle-sur-Erdre, ne me démentira pas. Avant d'entamer le débat, comme vous êtes peut-être un peu fatigué, on va vous montrer quelques images et un film de quelques minutes. Nantes et Nantes Métropole. C'est un ensemble incarné. Une ville d'accueil. Oui, c'est vrai, oui. Nantes et Nantes Métropole, c'est mon territoire. C'est pareil.
C'est là où je suis née, c'est là où je vis, c'est là où mes enfants grandissent. Je fais pas de distinction entre les deux. On se rend pas compte. Habitant dans Nantes, pour moi, c'est la même chose. C'est vrai qu'on est quand même une très grande métropole. Nantes métropole et Nantes. Nantes et Nantes métropole. Une ville. On ne sait pas faire la distinction dans les services qui sont rendus. C'est un ensemble qui vit et dans lequel on se sent bien. Voilà. Pour moi, Nantes et Nantes métropole forment un tout. C'est un peu normal. Je trouve que la cohésion est suffisamment forte pour qu'on parle juste de Nantes. Voilà. Nantes et Nantes métropole. Nantes métropole. C'est beaucoup de travail derrière, Je sais pas, je les vois pas. administratif et de dossiers. 7500 agents que je ne vois pas, C'est le fait qu'on n'y pense pas. C'est eux qui organisent. qui font qu'une ville Je fonctionne. pense qu'il y a plein de services que j'utilise sans même m'en rendre compte. C'est qu'ils sont sûrement là et que du coup, Il faut prendre un peu de recul. ça passe inaperçu. On sait pas, quoi. Le service municipal pour tous, pour tout Nantais. Tout le monde a accès à quelque chose. Que ce soit pour les enfants, les adultes ou les personnes âgées. Sans prendre en compte ni l'origine, ni les sexes, ni l'âge des personnes qui habitent. Eh bien, moi, je trouve ça vraiment très positif et très constructif. Je trouve ça très beau de se dire qu'on a un agent derrière chaque personne et chaque âge de la vie, qu'on soit un enfant ou qu'on soit une personne âgée. Qu'il soit jeune, vieux. C'est très intelligent. Le service municipal pour tous, ça aussi, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde. L'accessibilité pour les personnes à mobilité C'est réduite. justement toute la définition du service public. Rester poli, garder son calme. Ça déclenche forcément des choses très Et positives. puis de vivre ensemble, d'être solidaires, que les gens soient contents, oui, heureux. Que demander de mieux, quoi. Ça permet la rencontre des autres. Ça crée du lien social. Pour aider C'est un plus. ceux qui en ont besoin. Et si en plus ça vient d'une volonté de la ville, ça permet la rencontre des autres. Ce sont les services municipaux qui mettent tout ça en musique, on va dire. Et effectivement, on se rend compte que c'est très bien organisé. Ça m'intéresse de savoir ce qui se passe dans ma vie. C'est l'effort de toute l'équipe municipale. Peut-être d'ailleurs que j'aurais envie de pouvoir échanger plus souvent. Un petit groupe de personnes, Disponible. une espèce de hub Ah d'accord. qu'on peut appeler n'importe quand. Ils s'adaptent. Les services publics nantais. Bosse pour nous. Il y a des plans, c'est conçu. Être au service des Nantais C'est un service de proximité. pour leur permettre d'être bien dans leur vie. C'est rendre service. L'esprit du service public nantais, je pense que c'est d'être accessible. C'est la garantie d'avoir des espaces publics. C'est pas étonnant si Nantes est nommée capitale verte, je pense, parce que je crois qu'elle mérite vraiment ce label. Quand on voit des belles allées avec les arbres bien taillés, on trouve ça joli. Ça m'a plu aussi. Le jardin des plantes, excellent. La pelouse, elle est belle. Entretenu, accessible. Il faut imaginer que tout de suite qu'on a affaire à des artistes. Et je trouve qu'à ce niveau-là, on a de la chance d'être dans une ville très fleurie. Un environnement, un cadre de vie. Parce qu'ils y mettent du cœur en plus. Des parcs et des aires de jeu. Je trouve que Nantes est une ville qui est fleurie, C'est une passion. qui est très verte. Et parfois, on prend un pique-nique à la maison. C'est toujours un plaisir de se promener dans ces parcs. Et du coup, on se sent bien, c'est le calme. Je dirais qu'à Nantes, on a la chance d'avoir de la diversité. Culturel, Quelque chose qui redonne une forme de magie à la ville et c'est... Excellent, ça. culturellement parlant. Je trouve qu'ici, en grouille d'initiative, c'est très animé. J'aime bien Wild Le lieu unique. Les machines de livres. L'éléphant. L'éléphant. Le château des Ducs. L'espace Cosmopolis. Les folles journées, c'est la musique. Donc c'est pour dire qu'on a quand même le choix. Au niveau culturel, c'est vrai que ça bouge tout le temps, il y a beaucoup d'expositions. Tous ceux qui nous ont accompagnés dans ces événements qu'on n'a jamais ratés jusqu'à présent ont tous été absolument impressionnés. Et... Diversité, culture, bien-être, quoi. La culture, elle est nantaise. C'est le surréalisme, un peu. De sortir de carcan, de cadre et... La diversité. Et alors, ça sert à quoi la médiathèque? Ça sert à prendre des livres. Si les médiathèques ne le font pas, qui est-ce qui le ferait? De proposer aux habitants un accès aux livres, à la musique, aux films. Les gens qui ont très peu de ressources. Financièrement, quand on peut pas. On les achète pas. C'est une des missions du service public. Les gens qui sont là sont formés pour faire ça. Ils sont très gentils.
Nantes Métropole 2030. On est en train de le construire. C'est un beau projet. Comment Nantes va évoluer. Nantes et Nantes Métropole. Nantes 2030. Vision. C'est une ville Avenir. qui croîtra. Au niveau de la population, au niveau des infrastructures. C'est comment mieux vivre ou imaginer la ville demain. Une vision d'avenir. Garder une échelle qui reste Agréable. à taille humaine. Excellence. Culture, Vision. Humanité. Courage. diversité, Proximité. Bien-être. C'est une ville qui est... C'est une qualité de vie. D'abord sympathique. Ah non, c'est magnifique. Je remercie tous les agents, tous les services. On a énormément de chance de vivre à Nantes. Merci aux agents. Merci pour la qualité de vos services. Les habitants, les citoyens sont assez fiers d'être nantais. Quand un service est rendu, je trouve que c'est important que C'est un plus. ce soit reconnu par un merci. 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 Merci pour tout ça. Merci. Merci beaucoup. Merci. Très sincèrement. Chapeau. Merci. C'est ça aussi bien vivre à Nantes. Merci. Je trouve qu'il y a du progrès. Merci à eux. Merci pour la façon dont vous le faites. Merci. Merci à eux. Parce que Nantes, c'est une ville accueillante. C'est ce qui rend les choses agréables. Vraiment, je suis reconnaissante à tous ces gens qui œuvrent pour ça. Et moi j'aime bien ça. Bien. Gilles Rothière, on vient de nous expliquer que Nantes était la ville la plus ceci, la plus ça, la plus cela, la plus formidable, la plus extraordinaire. Si on prend un peu de distance par rapport au sortilège de la communication, vous allez peut-être nous expliquer pourquoi Nantes a obtenu ce prix de capitale verte de l'Europe. Et d'abord, qu'est-ce que c'est que ce prix ? C'est un prix qui ne regarde pas simplement l'environnement et l'espace vert, hein, mais qui regarde toute la démarche qui allie à la fois la qualité de vie, les relations humaines, le développement économique soutenable, et puis effectivement un certain nombre de dimensions en vue de préserver le devenir de la planète. C'est pas une action récente. Moi, je situe quand même les premiers éléments dans les années 77-78. 78, c'était la création de l'agence d'urbanisme de Nantes. Hein, monsieur le directeur général, votre prédécesseur Ascarat. Hein, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à examiner les différents sujets. C'est à ce moment-là que le maire de Nantes de l'époque, Alain Chénard, a décidé de revoir complètement le schéma des déplacements, en décidant de participer à l'appel à projet sur la remise en service d'un tramway moderne. Il n'y avait que Nantes et Grenoble sur ces deux premières opérations, et puis de revoir le réseau de voirie rapide en faisant un périph', mais ça c'est classique, mais c'était en 78-80 hein, que ces décisions ont été prises, qui se sont ensuite mises en œuvre. Et le deuxième réveil, je crois, c'est à partir de 89-90, où là, un certain nombre d'actions ont été engagées avec Jean-Marc Ayrault comme maire et de Nantes et président de la structure d'agglomération. Citer quoi ? L'amélioration de la qualité des eaux, traitement des eaux usées, amélioration de la qualité des ruisseaux et des rivières, hein. Démarche projet Neptune, démarche en vue d'améliorer la collecte des ordures ménagères et le traitement des ordures ménagères et le tri des ordures ménagères. Camille Durand, notamment, qui était premier vice-président ici. D'autres démarches se sont complétées. Hein. Les premiers agendas 21 ont été notamment avancés. Je me souviens d'une réunion en 97 où il n'y avait pas grand monde en France à parler d'agenda 21. Et il y avait Jean-Claude Demort pour Nantes et j'y étais en tant que Roséen. Hein, tu te souviens de ça ? Et donc on a commencé les agendas 21 à ce moment-là. On a continué dans d'autres directions, notamment. Je crois que l'un des atouts de Nantes, c'est d'avoir non seulement des politiques publiques affirmées pour être plus respectueux du climat de la planète, mais d'avoir cette cohérence entre ces politiques. Et de montrer que si on a une politique de développement des transports en commun et des modes doux de déplacement, ceux-ci
est complètement perturbée si on ne règle pas l'urbanisation en matière d'habitat. Et donc d'avoir un PLU qui soit directif, un PLU qui fasse converger la construction d'habitat dans les centralités et là où on aura des lignes de transport en commun. Là où, comme je le disais ce matin, on a tous les services de proximité pour que les gens vivent bien. Donc voilà un peu cette cohérence sur ces différents sujets. Ça s'est complété par un plan climat qui a été adopté en 2007 avec Ronan Dantec comme élu. Et donc sur ce mandat-ci, nous sommes posé des questions sur un peu notre reconnaissance à l'échelon international, y compris sur ce sujet-là. Et Jean-Marc Ayrault et Ronan Dantec ont posé candidature pour que nous puissions être dans les candidats à ce prix européen de capitale verte. La première ville qui a été retenue, c'est Stockholm, je crois. Ensuite, c'est Hambourg. Puis après, nous avons fait l'objet de la deuxième série de Vitoria-Gasteiz, qui est la capitale du Pays Basque, et nous-mêmes. Et puis la prochaine, on passera le témoin à Copenhague. Alors, 12 critères. Oui, attendez, oui. L'énumération des villes que vous venez de faire, je trouve, est éclairante, parce qu'on voit bien qu'on a des villes de taille différente. Donc on peut penser qu'il y a une volonté de l'Europe de montrer que les politiques environnementales concernent toutes les tailles de villes. Et que par conséquent, une des raisons pour lesquelles Nantes a été choisie, c'est qu'elle correspondait peut-être à cette strate de population qui était différente de Stockholm, qui était différente de Hambourg, qui était différente de Vitoria-Gasteiz. Peut-être. Peut-être que la Commission européenne voulait aussi trouver en France ou en Italie ou une ville qui puisse être un peu plus montée en avant. Mais je laisserai Philippe Marest détailler, parce que je n'ai pas participé à tous les débats techniques sur pourquoi Nantes a été choisie sur la base de 12 critères. Et je ne pense pas que Nantes soit excellente. On n'est pas mauvais sur le déplacement, on n'est pas mauvais sur le plan climat, on n'est pas mauvais du tout sur le dialogue citoyen, sur la collecte des déchets. On est mauvais nulle part, semble-t-il. Mais il y avait d'autres... Où êtes-vous les moins bons? Attendez. Il y avait d'autres agglomérations européennes qui étaient peut-être meilleures, excellentes, mais qui avaient un point faible. Et ce point faible, il a été rédhibitoire, et ces agglomérations ont été écartées. Nous, notre avantage, c'est, je crois, d'avoir, sur la base de ces critères techniques, des notes tout à fait honorables et d'avancer vers une cohérence globale. Parce que ce qui est important, c'est d'avoir une politique qui fasse en sorte que tout concourt pour que nous ayons des résultats au niveau de l'institution, mais nous ayons aussi des démarches en direction de tout le monde, les citoyens, les entreprises, de façon à ce que nous venons d'obtenir là soit largement partagé, soit transformé, et qu'ensemble, globalement, nous soyons meilleurs après. C'est ça l'enjeu. Hein. Je crains que vous n'ayez éludé ma question. Oui, je vais laisser Philippe Marest donner les notes. Bon, ben, écoutez, Philippe Marest, emparez-vous d'un micro. Gilles Rothière nous a expliqué le pourquoi. Vous allez nous parler du comment. Très concrètement, comment ça se monte un dossier comme ça? Quelles sont les haies successives à franchir jusqu'à la victoire finale? Bonjour à tous. Oui, le dossier Capitale Verte, c'est d'abord un processus de candidature donc, qui dure environ 1 an. Donc c'est assez long. Une première phase éliminatoire donc, avec une décision politique au départ qui est celle de s'engager. Il faut savoir que c'est un processus qui est totalement transparent où tout est sur un site de la Commission européenne. Donc les notes, les appréciations, vous pouvez aller voir. Donc Nantes y est comme les autres villes.
Et il faut y aller, donc je dirais de manière un peu grossière, avec quelques billes quand même, parce qu'il y a quelques villes qui ont eu des notes assez sévères. Je pense que certaines s'en rappellent encore. Donc, une première phase éliminatoire, c'est 3000 mots en ligne. On a 2 mois pour faire ça. C'est une période un peu stressante. Et puis bon, on essaye de rester en lice. Évidemment, les phases éliminatoires, c'est toujours un peu stressant. On est tout de suite mis dans le bain de l'Europe, puisqu'en face de nous, donc, on a des villes comme Anvers, Barcelone, Glasgow, Rome, Reykjavik, Nuremberg. Donc, et puis, la difficulté peut-être pour les Français, c'est de manier avec assurance la langue anglaise. Donc ça, c'est une première mise dans le bain. Et puis donc fin mars 2010, on a eu donc l'information comme quoi on était présélectionné donc dans les 6 villes dites à potentiel, c'est comme ça que la Commission européenne les appelle. Et puis à nouveau donc une phase de travail de 2 mois encore, donc pour faire un rapport de 200 pages, donc où on a un certain nombre d'informations sur les 12 critères. Et ça, c'est une première chose, on doit le rendre, on a le rendre au bout de 2 mois. Et ensuite, donc, on prépare une présentation donc, du projet à Bruxelles devant la Commission et devant le panel d'experts. Donc, c'est une douzaine d'experts sur les critères, donc, qui sont des experts reconnus au niveau européen. Et donc, un sacré défi quand même de présenter en 25 minutes en quoi la ville qu'on représente est susceptible de prétendre au titre de capitale verte de l'Europe. Voilà, donc des phases de travail sur une année. Et puis finalement, donc, Jean-Marc Ayrault et Ronan Dantec, donc, qui sont allés à Stockholm, qui était la ville capitale verte de l'année 2010, aller chercher ce titre. Et là encore, il y a une période de stress parce que jusqu'à 23h et des poussières le soir, donc on a attendu la décision parce que le commissaire européen qui était à la table de Jean-Marc Ayrault n'a rien lâché jusqu'au dernier moment. Donc voilà, une compétition amicale entre villes européennes, mais quand même assez exigeante et qui demande beaucoup d'organisation et de travail, et les services ont été mobilisés. Donc un premier intérêt d'ailleurs de ce dossier de candidature, c'est que c'est un travail transversal, totalement décloisonné. On n'a pas le temps de penser, il faut s'organiser et être opérationnel tout de suite. Voilà, donc ça c'est la première phase. Et puis deuxième phase, donc c'est le montage du projet, donc ce qu'on vit en 2013 aujourd'hui. Donc on a essayé de construire un programme, donc à la fois sur les objectifs, les engagements qu'on avait pris au niveau de la Commission dans le cadre du concours, et aussi par rapport aux objectifs politiques que nous ont donnés donc, nos élus, donc de construire un programme pour tous les publics, les habitants, les acteurs du territoire, les professionnels, à toutes les échelles, donc au niveau du territoire, au niveau local, jusqu'au niveau donc, mondial, en étant immodeste, donc, mais on a quand même des grands événements comme EcoCity ou le 5e Forum des droits de l'homme, donc, qui viendront sur Nantes. On a essayé aussi donc, de mobiliser le maximum d'acteurs, donc je pense que les vice-présidents vous en parleront. Et on a essayé aussi d'organiser l'année sur les thématiques du prix, de trouver des synergies entre les thématiques et donc les temps forts du grand public, les congrès, etc. De travailler aussi sur le lien environnement-culture, donc en travaillant avec les acteurs du territoire, notamment le voyage à Nantes et les communes qui vont proposer des parcours pour faire découvrir donc, la richesse du territoire aux habitants et à tous nos visiteurs. Bon, vous êtes comme Gilles Rottière, vous ne voulez pas nous dire quel est le point le plus faible ou le moins fort de Nantes? Alors, je peux vous raconter peut-être une anecdote, parce que je ne sais pas si on a un point fort ou un point faible. Donc, comme l'a dit Gilles Rottière, en fait, on a eu 4 points forts qui étaient des critères éliminatoires pour les autres. C'est-à-dire que là aussi, on peut le voir, c'est totalement transparent. On n'est pas classé premier, Vitorien non plus. Mais on a des bonnes notes partout. Et en fait, il y a 4 points forts, 4 critères sur lesquels il fallait être bon. C'était le climat, l'eau, les déplacements et la biodiversité. Et les villes qui n'étaient pas donc au niveau moyen ou supposé au-dessus d'une certaine note, la commission les a... Alors si, je peux vous raconter une anecdote, puisque ça s'est quand même plutôt bien terminé. Lors de la première phase, on a eu une mauvaise note en assainissement. On a eu 5 sur 15, parce que c'est sur 15, c'est pas sur 20 à la Commission européenne. Et on s'est dit, il y a vraiment un problème. Et en fait, on a recherché, parce qu'on ne reste pas les bras ballants en se demandant pourquoi on avait eu 5. Et en fait, on a vu qu'il y a eu des problèmes de traduction. C'est pour ça que je vous dis que l'anglais, c'est quand même... De temps en temps, ça joue des tours. Et donc, on a aussi travaillé pour la présentation à Bruxelles et pour le rapport, à remonter donc, cette note. Et en fait, on l'a remontée de 6 points. Donc, il y a vraiment un travail à faire. Il ne faut pas rester donc, sur un pseudo-échec comme ça. Il faut vraiment travailler donc, auprès de la Commission pour essayer de leur faire comprendre. Donc, la présentation, c'était anglais-français aussi. Hein, donc, pas toujours facile.
Gilles Retière, je reviens vers vous. Ces derniers temps, dans les médias, c'est pas tant pour le prix de Capitale Verte qu'on a parlé de Nantes, mais c'est plutôt pour la question du transfert de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Alors, d'ailleurs, nous avions titré notre dossier « Capitale Verte de l'Europe, le label et la querelle », et nous nous demandions si la distinction obtenue par Nantes n'était pas ternie par le débat sur l'aéroport. Je ne sais pas quelle est l'image extérieure. Ça compte. Oui. Simplement, sur l'avis de la Commission européenne, quand ils ont remis le prix à Nantes Capitale Verte, ils connaissaient le dossier. Ils l'avaient évalué, apprécié. Et je crois même que l'une des villes qui était candidate, qui était Francfort, à un moment, a été écartée parce que le survol du centre de Francfort pour atterrir sur l'aéroport était éliminatoire aux yeux de la Commission européenne. Moi, je l'ai dit ce matin en réponse rapide. Et mon excuse, je ne sais pas si l'interlocuteur est toujours là. Il s'agissait de Loïc Blondiot. Il faut raisonner. Il faut raisonner et prendre le temps d'examiner l'ensemble des questions. Nous avons un aéroport qui n'est pas loin du centre, qui a été posé là un peu avant la dernière guerre mondiale, qui s'est développé depuis cette dernière guerre mondiale, et qui n'aurait jamais dû être orienté de cette façon-là. La piste nécessite le survol du centre de Nantes. Et quand on atterrit en venant du nord-est, on n'atterrit pas franchement en ligne droite, on atterrit en faisant, dans la partie centrale de Nantes, une légère déviation pour être dans l'axe de la piste. Bon. Ce qui fait que cet aéroport a fait l'objet du grand débat en 2002 et conclu en 2003. Dans ce grand débat, moi je dis, on a vu tous les arguments à cette époque, quasiment tous les arguments qu'on entend maintenant. Cet aéroport avait une progression qui est devenue encore plus forte. C'est-à-dire que l'évolution qu'on avait prévue en 2002, elle a été plus que confirmée. Je crois qu'on a 2 ans ou 3 ans d'avance par rapport aux prévisions initiales. Et donc l'aéroport, c'est le passage d'avion avec un plan d'exposition au bruit. Le bruit, comme le nom l'indique, ça signifie que dessous, il y a des habitants qui subissent le bruit et qu'il y a des interdictions de construire sous ce plan d'exposition au bruit. La piste, il y a une seule piste. La piste pourrait supporter plus de mouvements d'avion, oui. Mais le plan d'exposition au bruit tel qu'il existe actuellement n'a pas été pris avec les critères d'impact phonique normaux. Il était à l'époque considéré que le transfert pouvait être raisonnablement envisagé, et donc c'est un PEB dérogatoire qui est actuellement en vigueur. Si on reprend maintenant cette instruction, et si l'aéroport se maintenait là, il faudrait revoir le plan d'exposition au bruit. Et l'impact deviendrait assez conséquent. Il concerne 3 communes, essentiellement, actuellement en zone C. Si on revoit le plan d'exposition au bruit, il concernera l'île de Nantes, et notamment les espaces dévolus à l'implantation du futur CHU. Et si l'aéroport restait là jusqu'à son terme, il impacterait le secteur
où nous sommes, la préfecture et compagnie. Donc il y a là un problème majeur d'aménagement du territoire, avec des nuisances qui seront de plus en plus fortes sur la zone dense de l'agglomération. Donc ça, c'est un premier aspect. Plusieurs évolutions ont été envisagées. Changer l'axe de la piste. Changer l'axe de la piste en conservant l'aérogare. On se retrouve sur un espace qui n'a jamais envisagé. Il n'y a jamais eu de protection dans le secteur avec cette piste est-ouest. Et on a plus d'habitants que là où il est envisagé prochainement, j'espère, à Notre-Dame-des-Landes. D'autres sites avaient été envisagés plus au nord du département et avaient été écartés. Et pour revenir à un site où il y avait depuis longtemps une zone d'aménagement différé, et il y avait un certain nombre de propriétés qui ont été acquises. Depuis ce temps où la décision a été prise, les procédures ont avancé au rythme des procédures administratives, c'est-à-dire lentement. Mais moi, je vous dirais qu'il y a eu d'autres éléments qui, en 10 ans, se sont produits. C'est qu'initialement, c'était surtout le déplacement de l'aéroport de Nantes. Depuis 10 ans, les agglomérations de Nantes, de Saint-Nazaire d'abord, ont travaillé de plus en plus en commun. Et sur la période récente, l'agglomération de Nantes et l'agglomération de Rennes travaillent très étroitement. Nous avons même constitué, à l'échelle des grandes villes de l'Ouest, un pôle métropolitain, Angers, Nantes, Saint-Nazaire, Rennes et Brest. Ceci n'existait pas il y a 10 ans. Et donc c'est à cette échelle-là que nous voyons maintenant le projet d'un nouvel aéroport, l'aéroport du Grand Ouest, avec non seulement l'aéroport, mais le réseau ferroviaire qui ira avec dans 25 ans. Ça, c'est une évolution dans la pratique institutionnelle. L'autre évolution est consécutive au Grenelle de l'environnement. C'est-à-dire que dans tous les processus d'aménagement, et ceux qui sont concernés par les processus d'aménagement savent bien que des zones humides, maintenant, on en trouve partout. Dans un moindre lotissement envisagé, c'est bien rare si on ne trouve pas une zone humide. Dans une ZAC, je parie que l'on trouve toujours une zone humide. Et si ce n'est pas une zone humide maintenant, nous devons faire l'inventaire des boisements et des espèces qui colonisent ces boisements. Donc, cette sensibilité-là n'existait pas il y a 10 ans, c'est vrai. Le territoire de Notre-Dame-des-Landes, comme le nom l'indique, Notre-Dame-des-Landes, ce ne sont pas des terres qui sont de grande valeur agricole. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas intéressantes, du point de vue agricole, notamment pour l'élevage. Pour la viande ou pour l'élevage laitier. Elles ont une présence de l'eau et de la végétation qui est assez forte. Ceci n'avait sans doute pas été complètement appréhendé à l'époque. Il n'empêche que maintenant, moi je crois que la commission du dialogue, après avoir écouté tout le monde, confirmera, c'est ma conviction, vous pouvez ne pas être d'accord, mais je crois que si on pose raisonnablement tous les termes que je viens d'évoquer, il y en a sans doute d'autres encore, le transfert, il peut être repoussé, mais il deviendra inéluctable un jour. Donc, au lieu de faire des investissements complémentaires sur l'aérogare ou sur le stationnement des avions, pourquoi ne pas envisager dès que possible le transfert? C'est ça le raisonnement qui avait été. Donc je comprends qu'à l'échelle parisienne et à l'échelle française, quand on ne connaît pas tous les éléments qui concourent à
à cette décision qui a été en faveur du transfert, on se dit c'est complètement idiot, c'est un projet inutile, pourquoi aller faire cet aéroport là-bas? On va consommer des terres agricoles. Oui, on va consommer des terres agricoles sur le site de l'aéroport. Mais moi, j'aimerais bien que l'on en parle à chaque fois que l'on consomme des terres agricoles. Sur le département de Loire-Atlantique, tous les ans, disparaissent 2000 hectares de surface agricole utile, SAU. Il y en a 800 qui sont utilisés pour l'urbanisation, 300 et quelques pour l'habitat, et un peu plus de 400 pour les zones d'activité, ce qui nous pose quelques questions. Ces terres-là sont imperméabilisées et ne reviendront pas à l'agriculture. 800 par an, 800 hectares par an. Le projet de l'aéroport, c'est 1300 d'imperméabilisation. Donc, je veux bien qu'on parle, mais il faut parler de tout le reste. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce que le transfert de l'aéroport nous permettra de densifier la ville, de densifier dans la zone nantaise, l'île de Nantes, j'espère bien, et puis dans les îles de Rezé, et puis dans les communes d'à côté. Et donc, ce que l'on va pouvoir réaliser comme logement ou comme implantation d'activité dans le cœur de Nantes, eh bien, ce sera ça qu'on ne mettra pas et qu'on ne dispersera pas. Et donc, quand je dis qu'il faut faire raisonnablement l'inventaire de tous les éléments, il faut regarder. Moi, je veux bien qu'on parle de rejet de gaz carbonique. C'est vrai que l'aéroport sera plus loin, ce sera un peu plus long d'aller là-bas. On consommera un peu plus pour aller vers l'aéroport. Mais les habitants, s'ils sont plus proches, ils consommeront beaucoup moins d'essence et il y aura moins de rejet de gaz carbonique. Voilà. Il faut être sur le raisonnement global. Et moi, je dis qu'au titre du raisonnement global, c'est un projet qui est plus respectueux, finalement, mais il faut le comprendre. Merci. Johanna Rolland, je me tourne vers vous. Et avant de me tourner vers vous, je me plonge dans la lecture de Place Publique. Nous avons consacré un article dans ce dossier ce qu'on appelle les leçons de Hambourg. Hambourg, qui a été capitale verte avant Nantes. Et l'auteur, qui est un éminent germaniste, écrit qu'un des bilans positifs de l'action menée à Hambourg, c'est l'étroite et ancienne coopération entre économie et politique, mais aussi dans des formes plus récentes entre écologie et économie. Siemens, la principale entreprise présente sur le site, ne fait-elle pas un tiers de son chiffre d'affaires dans le secteur des technologies durables? Ensuite, la non moins ancienne tradition hanséatique d'engagement citoyen, y compris dans la grande bourgeoisie, jadis sous forme de philanthropie et de mécénat, aujourd'hui sous la forme d'un sponsoring parfois élégant et toujours intelligent, ne revendiquant pas un retour immédiat sur investissement. Est-ce qu'on a, dans le tissu économique nantais, une telle tradition d'investissement au service du bien commun? Oui, je crois que non seulement on a dans l'histoire nantaise cette habitude d'investissement dans le bien commun, mais au-delà aussi une expérience de travail en commun. Le partenariat qui s'est créé depuis longtemps finalement entre les acteurs économiques, les responsables des collectivités locales et les acteurs du territoire, qui n'est pas sans lien d'ailleurs avec l'histoire même des conseils de développement sur notre territoire, et certainement une force pour avancer sur ce sujet. Finalement, pourquoi les entreprises sont partenaires de Capitale Verte? D'abord parce qu'elles sont co-responsables de notre empreinte carbone. Et que ne serait-ce que pour des raisons économiques, un de leurs enjeux aujourd'hui, c'est d'améliorer leur process interne sur ce sujet. Puis pour une autre raison, c'est vrai pour Hambourg, mais c'est vrai partout sur les territoires, c'est expliqué dans l'article, parce qu'un certain nombre de ces acteurs économiques se considèrent comme citoyens, acteurs du territoire. Et je crois que la force de Capitale Verte, Gilles l'a dit tout à l'heure, c'est en quelque sorte de venir valider une stratégie de développement, une vision d'un territoire partagé, mais aussi d'encourager à
à poursuivre ce travail. Capital Verte, c'est pas un trophée et puis on s'endort. C'est pas la récompense d'une institution. C'est mettre en valeur l'ensemble des acteurs du territoire qui ont contribué. Et les entreprises, dans leur diversité d'ailleurs, elles n'ont pas attendu Capital Verte pour s'engager. Par contre, quand on leur a fait une proposition d'implication dans Green Capital, et avec Fabrice Roussel, on a présenté début janvier 3 outils concrets pour que les entreprises puissent s'impliquer. Un premier sous forme d'une labellisation, un second sous forme de la valorisation des innovations des entreprises. Et là aussi, d'ailleurs, pas que des innovations techniques ou économiques, mais aussi des innovations sociales, des innovations en termes de gestion de ressources humaines, toute la question du RSE. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples ? Oui, volontiers, parce que ce qui ressort de ça, c'est justement la diversité des sujets d'implication des entreprises. Vous l'avez évoqué tout à l'heure dans les critères, que ce soit quand une entreprise participe à signer un plan de mobilité avec une collectivité, elle participe du développement durable. Quand une entreprise travaille sur le recyclage des déchets, elle travaille sur le développement durable. Ce qui a été extrêmement frappant début janvier, quand on a échangé avec plus de 200 entreprises présentes quand même, c'était la diversité des acteurs économiques. À la fois des grosses entreprises ancrées sur le territoire depuis longtemps, mais aussi des PME, mais aussi un certain nombre de petites start-up ou d'acteurs économiques plus émergentes, de laboratoires de recherche, qui tous venaient nous dire la même chose. On est co-acteurs de ce développement. Moi, je crois que Capital Verte, c'est d'abord la victoire du co, en quelque sorte. Toutes les logiques coopératives, collaboratives, le développement du travail en réseau, et on le sait, c'est un des enjeux de déconstruction de territoire demain. Avec des sujets ancrés depuis longtemps sur notre territoire, on le sait, c'est pas le hasard si Nantes est la 3e ville, 3e agglo pour l'industrie dans notre pays. C'est aussi tout le fruit de notre histoire et en même temps des secteurs émergents. J'en citerai juste un. À titre d'exemple, la question du numérique. En plus, il se trouve que le Conseil de développement, dans le cadre de la démarche 2030 que Thierry Violent évoquera tout à l'heure, a particulièrement contribué sur cette question. Eh bien, quand on a réuni ces entreprises, on a vu par exemple un grand nombre d'acteurs du numérique. Le numérique, c'est quoi aujourd'hui ? C'est pas uniquement le web, c'est la robotique, c'est l'informatique, mais c'est aussi sur Nantes, dans le quartier de la création, des acteurs comme la cantine numérique, des gens qui travaillent non seulement sur la modélisation de modèles économiques, qui doivent répondre à des enjeux, y compris financiers, mais qui posent aussi des questions en termes d'éducation au numérique, en termes de questions que ça se pose. C'est derrière tout l'open data et tout le mouvement qu'il y a derrière. Je crois que la force de Capital Verte, c'est le fait que les Nantais, dans leur diversité, dans les 24 communes de l'agglomération, et pour Nantes, dans les 11 quartiers nantais, s'emparent de Capital Verte. Ce sera finalement ce qu'on en fera. Et juste un mot pour terminer. Pour nous, l'enjeu de Capital Verte, c'est aussi comment on en fait un effet levier. La question sur les territoires, c'est demain comment on manage la transition énergétique pour qu'elle soit partagée. Eh bien, pour qu'elle soit partagée, pour nous, l'implication des acteurs économiques était un des éléments nécessaires. Merci. Fabrice Roussel, Johanna Roland vient de nous expliquer la nécessité qu'il y a à ce que Nantes Capitale Verte soit quelque chose que les Nantais s'approprient. Elle a surtout insisté, mais c'était la question que je lui posais, sur le volet économique de la chose, même si elle a bien dit que ça ne se limitait pas à cela. Tout de même, aujourd'hui, bon, bien sûr, il y a pas mal d'actions de communication. On nous souhaite même en anglais une bonne année verte. Mais pour les Nantais qui ne parlent pas l'anglais ou qui le parlent mal, est-ce que Nantes Capitale Verte ne reste pas quelque chose quand même d'un peu lointain ? Tout d'abord, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup d'associations, beaucoup de citoyens qui sont engagés depuis de nombreuses années sur les thématiques de la Capitale Verte. Les travaux du Conseil de développement, évidemment, mais on a aussi la chance d'avoir un réseau d'une centaine d'associations, Écopole, qui concentrent ses travaux, ses projets sur les thématiques du développement durable. Voilà, donc la Capitale Verte, c'est une continuité et une amplification du travail qui se fait depuis de nombreuses années. Et d'ailleurs, si on est Capitale Verte, c'est parce qu'il y a eu aussi un mouvement associatif
dynamique qui a accompagné, encouragé, parfois fait pression sur les élus pour que nous allions plus loin. Donc l'objectif maintenant, c'est de faire diffuser ça beaucoup plus largement. Vous avez raison, et donc on va s'appuyer là aussi sur plusieurs outils. L'enjeu, c'est d'être très concret. Donc il y aura des manifestations dans toutes les communes de l'agglomération sur Capitale Verte, voilà, pour être au plus près. Quel type de manifestation? Ce sont des festivals du développement durable, ce sont des inaugurations, ce sont également des initiations à des pratiques liées au développement durable. Voilà, donc c'est aujourd'hui des dizaines de manifestations qui sont prévues. Et puis, on se disait qu'il y avait un mouvement associatif dynamique, je le disais, et que l'un des enjeux de la Capitale Verte, c'était de faire partager cela. D'où l'appel à projet que nous avons lancé à la fin de l'année 2012 pour être prêt en 2013, parce qu'on sentait aussi qu'il y avait des projets qui étaient dans les cartons, parce qu'on était en relation avec les associations, et que ces projets pouvaient être intéressants, qu'il fallait leur donner un coup de pouce, qu'il fallait leur permettre de se réaliser. Et puis, ça a été dit, l'année Capitale Verte, c'est aussi une année où il faut innover au niveau social et au niveau environnemental. D'où cet appel à projet. Et finalement, on s'était dit qu'on toucherait une trentaine d'associations. On a eu 200 projets de déposés. Donc pour dire, un, qu'il y a une dynamique sur l'agglo, et deux, que ça intéresse quand même pas mal de monde, 200 projets. Voilà, donc on a dû faire un tri, puisqu'on s'était fixé plusieurs critères. Tout d'abord, que les projets puissent se faire cette année, c'est l'année de la Capitale Verte. Deuxièmement, parce qu'on a dit qu'on ne va pas s'arrêter en 2013, on va continuer, qu'ils puissent être reproductibles. Notre enjeu, c'est bien d'innover, c'est bien de reproduire des projets qui sont particulièrement intéressants. 3, c'était aussi, évidemment, notre volonté de toucher des nouveaux publics, parce que tous les citoyens de l'agglomération nantaise ne se sentent pas aujourd'hui forcément concernés par les questions liées au développement durable. Donc, au regard de ces critères, nous avons finalement retenu 90 projets, voilà, 87 projets, pardon, qui vont se réaliser tout au long de l'année. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un ou deux exemples de projets retenus? Alors, j'en laisserai peut-être Simon peut-être présenter son projet. Je voudrais juste dire que les projets concernent toutes les thématiques du développement durable et de la Capitale Verte. Alors, notamment beaucoup de projets sur la question des jardins, parce que la question aussi de savoir comment on touche des nouveaux publics, mais la question de savoir aussi comment on fait en sorte que des publics différents se rencontrent. Et le jardin est une thématique particulièrement intéressante. Et donc, on a beaucoup de projets où finalement, on a des jardins partagés entre des jeunes et des moins jeunes. La question des déchets, la question aussi de la consommation responsable, et aussi les questions d'alimentation ont été particulièrement mis en avant. Un exemple très concret, une association va accompagner 60 familles en situation de précarité pour les aider à consommer moins d'énergie, mais aussi pour les aider à consommer mieux. Et donc voilà un exemple très concret qui va se développer tout au long de cette année. Et donc l'intérêt, c'est de voir comment ce projet se met en œuvre et comment, dans les années qui viennent, il peut être démultiplié, puisque c'est bien notre ambition d'aller plus loin avec la prise en compte et le soutien de ces 87 projets. Eh bien, vous venez de m'y inciter. On va donner la parole tout au bout à Simon Prévost. Donc Simon Prévost, vous êtes engagé dans la Fédération des Amis de l'Erdre. Dites-nous en 2 mots ce qu'est cette fédération. Bonjour à tous. Donc, la Fédération des Amis de l'Erdre est une association 1901 de protection et de valorisation du bassin versant de l'Erdre. Donc ça passe par le respect de la faune, de la flore, une meilleure connaissance des milieux, aussi une sensibilisation de ces problématiques-là au grand public et auprès des jeunes. Et donc on a été agréablement surpris de découvrir que Nantes était nominée Capitale Verte. Vous avez été surpris? Au début un peu, ouais. On s'est dit, là, qu'est-ce que ça va engendrer? On a un peu peur, un peu de méfiance. Et l'appel à projet est sorti, donc très bonne nouvelle, très bonne surprise en tout cas pour les associations. Après, il y a quelques inconvénients, je pourrais y revenir tout à l'heure, mais du coup, nous, on a saisi l'opportunité, on a déposé un projet, car on avait, comme beaucoup d'associations, des idées qui restaient un peu dans les tiroirs. Et en quoi consiste votre projet? Alors nous, donc, c'est la mise en place d'un ruisseau pédagogique
Il y a eu un travail de fait. Qu'est-ce que c'est qu'un ruisseau pédagogique? Un ruisseau pédagogique, donc c'est se restaurer et gérer au mieux un milieu naturel, donc lui donner les chances de fonctionner le mieux possible et de s'en servir comme support pédagogique. Donc d'aller in situ avec les enfants, avec le grand public. Là en plus c'est un quartier d'habitat social, donc il y a vraiment un public nouveau qui est un peu éloigné de ces problématiques-là. Donc d'aller sur place et de faire découvrir le milieu à ces gens-là, de faire des animations, des visites, des sorties nature, des choses comme ça. Et grâce à l'appel à projet, ça va voir le jour. Et alors, le fait que votre projet ait été retenu, ça se traduit par quoi concrètement? On vous donne des sous? Déjà, on vous applaudit? Ouais, on nous a un peu applaudi. Ouais. Déjà, c'est une mise en lumière sur l'association, sur ses projets, etc., sur les valeurs. Il y a des sous. On a rempli un dossier de demande de subvention cette semaine. Donc, c'est à hauteur de 5 000 €. Donc, tout le monde n'a pas eu 5 000 €, mais au moins, ça fait un budget. C'est ce qui manque souvent aux associations pour réaliser concrètement et faire sortir ce projet du tiroir. Donc, oui, il y a quand même un coup de pouce derrière. Donc, c'est une bonne nouvelle. Pierre Biche, là aussi, un petit peu comme Simon Prévost, vous aussi, vous êtes membre du Conseil de développement. Quel est le point de vue du citoyen sur ce prix Capitale Verte? Qu'est-ce que ça change dans votre vie? Alors, je vais commencer par répondre à une question qui ne m'est pas posée. Il se trouve que je suis impliqué à titre personnel dans une autre opération qui a été labellisée dans le cadre de Nantes Capitale Verte, qui est une opération à Sainte-Luce, portée par l'association Soleil Rome, qui consiste à mettre en place un dispositif d'amélioration de la collecte des déchets auprès de 10 familles roms qui sont hébergés à Sainte-Luce. Voilà. Donc on va mettre en place de la collecte sélective, du compostage, etc. Voilà un exemple très concret de choses qui touchent finalement à de multiples aspects du développement durable au passage. Enfin bon, voilà. Alors maintenant, répondez à la question que je vous ai posée. Puisque vous avez évoqué mon histoire, moi j'ai un premier sentiment qui est un sentiment de satisfaction parce que j'ai quand même l'impression que ce à quoi j'ai pu personnellement, avec d'autres, beaucoup d'autres, participer il y a quelques années, ça produit des fruits. Et là-dessus, je reprends ce que disait Gilles Retire tout à l'heure, ou Fabrice et Gilles, je crois. C'est une affaire de longue haleine. Cette affaire-là, c'est un aboutissement quand même, ce trophée. Et de ce point de vue-là, il y a une évidente satisfaction qu'il faut souligner. Et puis ensuite, l'autre question, l'autre sentiment, c'est qu'est-ce que ça va donner tout ça? Alors, qu'est-ce que ça va donner? Et pour aller directement à l'essentiel, il y a une série de manifestations, il y a l'appel à projet dont on vient de parler, une série de manifestations à caractère national ou international. C'est très bien, c'est très important. Moi, j'ai un peu déjà envie de me sauter par-dessus la barrière et de me dire, et en 2014, le fait que Nantes soit capitale verte en 2013, ça donne quoi en 2014 et après? C'est-à-dire, qu'est-ce que Nantes va être capable, qu'est-ce que Nantes va décider d'exporter à partir de l'expérience accumulée et à partir de l'expérience qu'elle va recevoir aussi au cours de cette année. Je crois que ça, c'est une question tout à fait forte. Alors, je voudrais aussi, au passage, insister sur l'autre dimension qui a déjà été évoquée à plusieurs reprises. Si Nantes a eu cette distinction, c'est à cause du travail qui a été fait par la collectivité publique et aussi à cause du foisonnement des différentes initiatives qu'on a évoquées, donc je ne reviendrai pas là-dessus, mais je voudrais quand même insister sur cette dimension-là qui ramène un petit peu au débat de ce matin, d'ailleurs, au passage, sur l'horizontalité et la multiplicité des centres d'initiative qu'il faut savoir cultiver, mettre en évidence, mettre en valeur, porter comme exemple. Il y a un gros travail, à faire à ce niveau-là. Ce qui nous ramène, finalement à quelque chose, qui a été porté par le Conseil de développement de Nantes sur cette affaire-là, c'est finalement ce dont on parle en matière de développement durable, même si j'aime plus beaucoup cette expression-là, mais bon, peu importe. En termes de transition écologique ou de transition énergétique, finalement, ce qui est devant nous, c'est un fantastique
défi démocratique. Voilà. C'est comment est-ce qu'on va mettre en mouvement, comment est-ce qu'on fait pour, c'est commencé, hein, on ne part pas de zéro évidemment, heureusement, hein. Comment est-ce qu'on va mettre en mouvement des institutions, des populations, des appareils administratifs, des entreprises pour réussir justement cette mutation, cette transition qui nous est demandée. Comment est-ce qu'on va faire pour échapper à un certain nombre de dictats qui nous sont donnés, hein, qui sont les dictats des marchés, de l'énergie en particulier, hein, ou un certain nombre de dictats de la nature ou de l'environnement qui est capable de nous envoyer une paire de baffes vite fait bien fait et de mettre en cause fortement un petit peu notre confort. Voilà d'où quelques idées, il y en a plein d'autres, mais je m'arrête là. Merci. Thierry Violent, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes le directeur de l'agence d'urbanisme de la région nantaise. Une des missions qui a été confiée à l'agence d'urbanisme a été de piloter de manière opérationnelle la démarche Ma Ville Demain, qui était une démarche prospective. Il ne s'agissait pas de lire l'avenir dans une boule de cristal, mais d'essayer de mobiliser les énergies, une grande opération de remue-ménage à l'échelle de toutes les communes de l'agglomération nantaise. Dans quelle mesure avez-vous senti monter la préoccupation environnementale ? D'abord, je voulais dire que le fait que la métropole nantaise soit dynamique, ça a été exposé, qu'on ait un prix, ça n'empêche pas effectivement qu'il y ait des difficultés, ça n'empêche pas tout le monde, et les élus en particulier, d'avoir conscience qu'il y a des défis devant nous. Devant nous ici, à Nantes, mais dans d'autres villes aussi, des sujets sur lesquels vous travaillez, l'allongement de la durée de la vie, le vieillissement de la population, la question, par exemple, ça a été évoqué par Johanna Roland, de la révolution numérique, pas seulement technologique, mais ce qu'elle impacte dans les modes de vie, y compris dans l'exercice démocratique, ses conséquences. Et puis celui-ci, la transition énergétique. Donc j'allais dire, au départ, je pense que c'est ces défis-là qui ont initié l'idée qu'il fallait lancer une démarche parce qu'il fallait répondre à ces grandes questions, faire le point, savoir où on en était. La deuxième chose pour la démarche qui a été initiée, c'est justement, vous l'avez évoqué, c'est une démarche participative, et pas seulement pour faire participer, bien sûr pour recueillir le point de vue. Je pourrais évoquer quelques sujets, mais aussi avec l'idée que sur toutes ces questions, y compris la transition énergétique, et ça a été évoqué, on le voit avec les associations qui s'expriment, avec la façon dont Capitale Verte est managée, on sait que les politiques publiques, ça compte. Les déplacements, les déchets, l'eau, mais la mobilisation des habitants dans l'avenir, vu les enjeux et les acteurs, va être fondamentale. Et donc l'idée, c'est que discuter avec les habitants, coproduire le projet, c'est aussi donner de la force au projet, puisque le projet, ce n'était pas un projet détaillé, un programme détaillé, c'est un cap, avec des orientations. Et c'est l'idée qu'ensuite, on peut les mettre en œuvre ensemble, et qu'on donne de la force et de l'efficacité, et ça répond pour partie, alors pas totalement votre question, mais en tout cas, c'est la tentative qui a été faite. Donc, c'est comme ça que les choses sont faites. J'en profite pour dire que dans ce type de démarche, puisqu'on est devant l'Assemblée des conseils de développement, évidemment, le conseil de développement joue un double rôle, parce qu'il a joué à la fois un rôle de catalyseur, parce qu'à partir du moment où il s'est emparé de la démarche, alors les acteurs, alors les citoyens se sont dit, parce qu'au départ, ils avaient un doute quand même, est-ce qu'on va vraiment nous écouter? Bon, ils se sont dit, oui, on peut y aller. Donc, ils catalysent, et puis en même temps, donc il y a eu 22 000 participants à la démarche, donc c'est important. Et puis en même temps, le conseil de développement, il nous a aidés aussi à rétablir une cohérence. Et pour dire un mot sur la transition énergétique, pourquoi une cohérence? Si on prend cet exemple-là, cette question-là, elle est écologique, bien sûr, mais elle est sociale. C'est la question du prix de l'énergie. Donc c'est la question de la précarité énergétique, c'est la question du prix de l'énergie de l'essence et donc de la capacité à se déplacer. C'est la question économique versus, qu'évoquait Gilles Retière, comment le développement des zones économiques se fait en étant respectueux de l'environnement, ou versus, comme l'évoquait Johanna Roland, comment ça peut être un levier, en tout cas l'économie verte peut être un levier pour l'avenir. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'on a essayé d'aborder des choses. Donc est-ce que c'était présent? Oui, mais parce que de toute façon, ces questions-là sont présentes dans tous les domaines, tout se tient. Et c'est ça l'intérêt d'une démarche de projet, c'est la cohérence. Tout de même, enfin, est-ce qu'il y a... oui. Sous quelle forme ça a pu s'exprimer? Ça a pu s'exprimer. Si vous voyez, par exemple, prenons l'enjeu agricole. Je peux prendre un ou deux exemples. L'enjeu agricole qui a été évoqué. On a... alors évidemment, il y a une politique publique dans l'agglomération nantaise de longue date sur l'agriculture périurbaine. Ça, je ne vais pas la développer.
mais on a une question qui se pose à nous, du rapport entre la ville et la campagne. Gilles Rottière évoquait les 1200 hectares qui chaque année disparaissent, non pas parce qu'ils sont urbanisés, mais parce qu'ils ne sont plus exploités. Et pourquoi ils ne sont plus exploités? Parce qu'il y a problème de viabilité économique des exploitations. Et donc, du coup, dans cette réflexion, a clairement émergé sur cet enjeu global l'idée, alors c'est une formule, que la ville peut être une solution de la campagne. Au moment où on voit, par exemple, aujourd'hui l'affaire de la viande de cheval, la complexité des circuits, eh bien, on se dit que là, au-delà des AMAP, il y a un potentiel de développement d'une alimentation directe de la ville par ces campagnes à proximité. Mais ça ne va pas se faire tout seul. Ça veut dire qu'on a un vrai travail à faire. Puis à l'inverse, vous avez eu plus en proximité sur ces questions qui rejoignent la question de la sécurité alimentaire, mais ça a été évoqué peut-être bien par Fabrice, la question des jardins collaboratifs, des jardins partagés. Ça, les habitants nous ont dit, en ville, il faudrait aussi qu'on ait ça. Donc vous voyez, c'est un grand axe, un enjeu global, puis un enjeu plus local de proximité. Mais vous avez la même chose par exemple, sur la nature en ville. 100 000 habitants de plus dans les 20 ans qui viennent, ça fait 100 000 logements de plus. Si on veut 5 000 logements par an, c'est le programme local de l'habitat qui est adopté, et si on veut éviter l'étalement urbain, en tout cas le limiter. Donc ça fait des constructions dans une agglomération où il y a beaucoup d'espaces verts, 62% de l'agglomération encore en espace naturel. On a un parc et un jardin à moins de 500 mètres d'où on habite. Donc voilà, une agglomération verte du coup. Donc ça, c'est l'acquis. Mais 5 000 logements à construire par an, si on veut à la fois conserver ces espaces naturels dans l'agglomération et à la fois les construire, vous voyez bien qu'on est obligé de densifier. Ville compacte, enfin on ne sait pas trop comment dire pour ne pas fâcher, mais ça inquiète. On dit ville intense. Ou intense, enfin on trouve des formules, mais enfin la réalité, c'est qu'il va falloir construire là où il y a déjà des logements. Bon. Et là, ce débat a été très présent dans la démarche. Mais ce que nous ont dit les habitants, par exemple, il faut qu'on explique pourquoi on fait des logements, que c'est pour nous, pour nos enfants. À partir de ce moment-là, ils disent, bon, comment vous pouvez construire cette ville avec la nature partout? Pas seulement la juxtaposition de parcs, de quartiers urbains et puis de parcs, mais comment vous construisez autour de la nature, comment c'est imbriqué, comment il y a des espaces partagés, comment la nature pénètre dans la ville. Donc vous voyez un enjeu aussi précis et puis global avec la préservation de la biodiversité. Là c'est un atout, mais c'est un combat, la biodiversité. 200 espèces, je crois, c'est ça, protégées, animales, 170 plantes rares protégées. Si on veut les préserver, vous voyez, enjeu global, enjeu de proximité. Mais c'est vrai aussi sur les déplacements. Merci. Le moment est maintenant venu de donner la parole à la salle, si on peut faire de la lumière. Nous disposons d'un peu plus de temps que ce matin, enfin pas énormément, nous disposons de 20 minutes, mais peut-être pourrais-je être moins directif et tranché, moins de bras qui se lèveront. Qui souhaite intervenir pour témoigner, pour questionner, oui, tout au fond. Donc, vous présentez, vous dites d'où vous parlez, comme on disait jadis. Bonjour, je suis Madame Bindot du Conseil de développement de Creil, qui est dans l'Oise. Donc, ma question, c'est toujours par rapport à tout ce qui est nature et environnement. Est-ce que le transport sera gratuit pour favoriser l'environnement à Nantes? Est-ce que ça sera possible, accessible à toutes les bourses? Parce que ça sera très pratique, on va gagner beaucoup de temps, mais est-ce que tout le monde pourra en bénéficier? Nous n'allons pas vers la gratuité des transports en public, des transports en commun. La contribution des usagers des transports est significative. Alors, je ne connais pas exactement, 40%, pas loin, 38, bon, 38. Donc, nous ne pensons pas que la gratuité soit d'un effet majeur dans l'usage des transports en commun. Ça peut se discuter. Mais les situations sont assez variables. Je vois à Creil, oui, suivant que l'on est dans une grande agglomération, une moyenne agglomération, les choses peuvent se décliner autrement.
Vous savez, il ne faut pas prendre une seule politique en matière de déplacement. Il y a le transport en commun, il y a la politique du stationnement. Vous savez, la politique du stationnement, c'est quelque chose de finalement assez complexe entre les obligations de stationnement sur les parties privées, sur la gestion des espaces publics, sur les parcs relais. On a des solutions qui peuvent faciliter l'usage de la voiture pour des nécessités et dissuader l'usage de la voiture pour des déplacements courants. Je reviens aussi sur ce que je disais ce matin. Moi, je pousse beaucoup à des unités de vie d'échelle humaine où on trouve beaucoup de choses de la proximité quotidienne et hebdomadaire. Et dans ce cas-là, on peut se déplacer à pied, à vélo, dans son environnement sans prendre la voiture pour un oui ou pour un non. On n'est pas dans des villes à l'américaine où on prend sa voiture pour faire 500 mètres. Il faut qu'on puisse avoir finalement une conception de la ville qui nous incite à utiliser d'autres modes. On est assez fiers là, de nous ces derniers temps. On a eu une enquête déplacement et la pratique du vélo que l'on souhaitait favoriser, elle est passée de 2% à 5% en 4 ans. C'est bien, mais il faut continuer. On va encore faire mieux. Donc, la gratuité du transport en commun, c'est une chose, mais il y a plein de choses qui favorisent le fait qu'on utilise moins sa voiture et on utilise l'un ou l'autre de ces modes ou les deux en même temps. Enfin, moi, je pousse beaucoup à ce que l'on ait des points d'accrochage des vélos à chaque arrêt de chronobus. Parce qu'on n'est pas simplement avec un seul mode. Et je précise pour ceux qui ne le connaissent pas que Gilles Rothière se déplace volontiers à vélo. Une autre demande d'intervention. Oui, tout au fond. Non, c'était une fausse alerte. Je sens bien que la fin de la journée douche un peu. Oui, si, douche un peu les ardeurs. Monsieur. Oui, Michel Dabou, conseiller développement Pays d'Aunis au nord de La Rochelle. Je ne suis pas parisien, et donc vous l'avez compris. Et par rapport à Notre-Dame-des-Landes, je voudrais simplement dire tout à l'heure dans l'atelier développement durable, nous avons dit que le conseil de développement devait être là pour mettre les choses à plat autour de la table avec les arguments des uns et des autres. Je regrette d'avoir eu un seul argument tout à l'heure, brillant, certes, monsieur, et devant un parterre. J'aurais bien aimé qu'il y ait aussi une réponse. Je ne suis pas là pour donner la réponse, mais c'est simplement pour l'équité. Il me semble avoir entendu des anciens élus, il me semble avoir entendu des pilotes, il me semble avoir entendu des agriculteurs qui n'ont pas le même avis que vous avez donné. C'était simplement ce témoignage-là. Juste 2 mots sur l'objet du débat et sur la manière dont il a été conduit. Le débat n'était pas un débat pour ou contre le déplacement de l'aéroport. La question a été abordée dans le cadre de Nantes Capitale Verte, et la question était de savoir dans quelle mesure ce débat, qui est vif, pouvait gêner ou pas, pouvait entrer en télescopage, je dirais, avec la question de Nantes Capitale Verte. Donc voilà pourquoi. Alors, ce n'est pas un secret que Gilles Rothière est un partisan du transfert de l'aéroport. Ce n'est pas surprenant qu'il ait rappelé les arguments en faveur de ce déplacement, mais il est bien évident que ce n'est pas l'objet central de ce débat. Oui, je comprends tout à fait la remarque, hein, et pour l'équité, il faudrait qu'il y ait une parole qui puisse être prise par quelqu'un d'autre. Moi, ce que je vois actuellement, c'est qu'il y a 3 commissions. La commission dite du dialogue qui entend tout le monde et qui apprécie, jauge les arguments des uns des autres. La commission sur l'aspect agricole, et là aussi, elle a vu un peu toutes les parties prenantes. Et plus technique, une commission sur l'impact environnemental du projet, des compensations. Et nous attendons les conclusions de ces 3 commissions. Oui.
Françoise Carayon, je suis le conseil de développement de Plaine Commune, donc en région parisienne. Vous avez, je crois que c'est l'agence d'urbanisme, qui a parlé qu'il va bien falloir construire sur les zones déjà construites. Je crois qu'on appelle ça la redensification. Moi, je voudrais vous poser la question, comment vous envisagez, puisqu'il faut toujours être dans l'avenir, le vivre ensemble de ces personnes-là? Parce que déjà, souvent, dans ces quartiers ciblés, je dirais, qui peuvent être densifiés, ça vit déjà difficilement. Donc moi, je voudrais savoir comment ça va vivre mieux parce qu'on les redensifie. Thierry Violent. D'abord, ça dépend d'où on part. Et donc, les objectifs que fixe une ville, c'est aussi en fonction de ce qu'elle est. Et Nantes et son agglomération n'est pas une ville très dense. Donc déjà, vous voyez, la redensification, ça dépend d'où on part. Deuxième élément, il faut le faire avec attention, c'est un peu ce que j'ai évoqué. J'ai juste évoqué un petit aspect, la question de la nature en ville, mais la forme des logements, la façon dont ça s'insère dans les quartiers déjà existants. Donc si vous voulez, il y a une façon de faire. Il ne s'agit pas juste de rajouter des étages ou juste d'empiler. Voilà, on peut le faire intelligemment, on peut inventer des formes urbaines, ça se fait, on expérimente déjà dans ce nombre de quartiers. Et puis la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que si on se projette un tout petit peu, ça améliore la qualité de vie. Parce que à partir du moment où dans un quartier, vous amenez un peu plus d'habitants, vous avez plus de chances que des commerces, des services, des médecins, des dentistes s'installent. Et donc ça joue non seulement, Gilles Rottière l'évoquait, sur la question des déplacements, on a tout à proximité, mais si on se projette, par exemple, et je vais vous donner un exemple concret d'une commune de l'agglomération, un peu dans l'avenir, c'est aussi une des réponses au fait que les personnes âgées, qui vont être de plus en plus nombreuses, puissent rester chez elles. Il y a la commune de Thoiré, dans l'agglomération nantaise, qui aujourd'hui construit un petit immeuble. C'est une petite commune, hein, donc elle ne construit pas un building. Et le maire, Bernard Chénaud, a vraiment dans l'idée, dans cet immeuble en centre-bourg, d'y mettre plutôt des personnes âgées. C'est de la redensification. Pourquoi? Parce que justement, elles seront à Thoiré, en centre-ville, à proximité des commerces. On voit une forme de contestation autour de la question des espaces naturels. Donc il est en train de travailler, de discuter. Donc oui, ça provoque des inquiétudes, mais ça peut surtout apporter de la qualité de vie si c'est bien fait, aujourd'hui et demain. Gilles Rottière. Oui, je comprends bien les questions qui peuvent être posées sur les images des quartiers qu'on connaît depuis quelques dizaines d'années. Mais il faut quand même quelques préalables. Dans un micro-quartier, il faut toutes sortes de ménages, toutes sortes de logements et toutes sortes de formules d'occupation de ces logements. Je m'explique. Si on met tous les logements locatifs sociaux dans un coin, on aura des problèmes. Je pense même que, pour pousser le bouchon un peu loin, si on met que des propriétaires dans un coin, lotissement, 20 ans après, on aura des problèmes. Et parce qu'ils seront à l'écart et qu'ils auront vieilli et que les enfants ne seront plus là, enfin, ou qu'à un moment des adolescents seront livrés à eux-mêmes, c'est pas si simple. Je crois beaucoup à la mixité, à la proximité de personnes diverses et variées. Moi, je crois beaucoup aux jeunes ménages avec enfants qui est à côté d'une grand-mère. Je crois qu'on a des relations humaines à instaurer. Et il faut donc concevoir, alors là je n'ai pas réponse à tout, il faut regarder chaque lieu. On doit trouver pratiquement dans chaque quartier, dans chaque bourg, des solutions diverses, proches les unes des autres. Une fois que j'ai dit ça, je ne vais pas forcément trouver la solution. Il faut qu'il y ait l'intimité, il faut préserver l'intimité. Et là il y a un gros travail à faire avec les aménageurs, les architectes, les promoteurs. Il ne s'agit pas d'entasser. Il s'agit de faire en sorte que chacun ait son lieu de vivre, mais ce ne seront plus des centaines de mètres carrés autour de sa maison. Il faut qu'on soit beaucoup plus économe de l'espace. On a trop dévoré d'espaces naturels et agricoles. Il faut qu'on soit économe de l'espace, d'une part, et d'autre part, il faut qu'on vive mieux ensemble. Donc c'est cette équation-là qu'il faut résoudre. Une autre intervention, tout devant. Merci. Florence Février, adjointe au développement durable, environnement et jardins familiaux à Nantes.
Alors je rassure mes camarades, je ne dis pas un mot sur le transfert de l'aéroport. Non, je vais rebondir simplement sur ce qui vient d'être dit et sur la question de la densification. Je crois que la densification, elle est ressentie, elle est vécue de manière très différente selon l'aménagement qui est fait, selon la façon dont les espaces densifiés, urbanisés sont conçus. Et nous avons à Nantes plusieurs écoquartiers où on peut avoir un sentiment peut-être de densification, enfin d'immeubles effectivement assez près les uns des autres, lorsqu'on voit ça un petit peu de l'extérieur. Et quand on rentre dans l'écoquartier, je pense à Bautières-Chênay, on a rouvert des espaces naturels, on a mis à jour un ruisseau qui était busé, on a créé une sorte de parc traversant dans la ZAC. C'est ce qu'on va faire aussi sur le quartier plus au nord-est de Nantes, Erdre-Porterie. Et du coup, le sentiment, on y a mis des jardins familiaux aussi, et on en met dans chaque grand projet d'urbanisation ou de renouvellement urbain sur l'agglomération nantaise. Et du coup, ce sentiment de densification peut être beaucoup mieux vécu par les habitants du fait des espaces publics partagés et de la façon dont ils sont aménagés et dont on peut aussi se retrouver sur ces espaces publics pour partager des choses et pas seulement rester effectivement dans son logement un petit peu isolé. Voilà. Merci. Juste derrière, ce sera l'avant-dernière intervention. Marie-Christine Jaillet, Conseil de développement de Toulouse. On est là pour débattre. Moi, je voudrais bien que dans les conseils de développement, sur les questions que vous abordez de densification, là, il y a un principe qui est énoncé, on vit mieux quand on est dans un quartier densifié. Moi, je ne suis pas persuadée. Je veux dire que si on est là aussi pour entendre ce qui est dit par nos concitoyens, ça vaut le coup de l'entendre pour de bon et d'en faire quelque chose. Peut-être bien qu'on peut densifier intelligemment, peut-être bien qu'on peut améliorer les conditions de vie en respectant effectivement, y compris l'envie de nature, d'un environnement moins minéral, etc. Mais cette manière qu'on a quand même très idéologique de faire aujourd'hui de la densité l'alpha et l'oméga du mieux vivre, pour le moins interroge. Donc de la même manière qu'on a... il y a quelques années, fait de ce qu'on appelait la périurbanisation et pas l'étalement urbain, l'alpha et l'oméga du bonheur de chacun, peut-être aussi des a priori très idéologiques d'une autre nature. Je pense que là, le débat mérite un peu de mesure. Et moi, je souhaiterais que sur ce débat-là, des modèles urbains, de l'aspiration de nos concitoyens à une amélioration de leur cadre de vie, on puisse vraiment se mettre sérieusement au travail. Non. Ouais. Il va y avoir des réponses. Pour éclairer un petit peu le propos, non seulement Marie-Christine Jaillet est présidente depuis peu du Conseil de développement de Toulouse, mais est également géographe spécialiste des questions urbaines et vient de constituer un institut de la ville à Toulouse. Johanna Roland. Peut-être juste un mot, non pas pour répondre, parce que c'est un débat à part entière, mais pour alimenter la discussion. Moi, je crois que pour effectivement sortir des débats idéologiques et parfois un peu dogmatiques sur la densité, parce qu'on voit bien, et Thierry le disait, on n'en sortira pas si on reste sur des postures dogmatiques. Je pense qu'une des pistes, c'est tout simplement de repartir des aspirations des habitants. Moi, je ne sais pas si on vit mieux dans un endroit plus dense ou moins dense. Par contre, je suis sûre d'une chose, c'est qu'on vit mieux quand chacun a la possibilité de choisir où il vit. Je vais prendre un exemple très concret. Sur un des quartiers de Nantes, un de nos grands quartiers populaires, les Dervalières, on a lancé une nouvelle opération de renouvellement urbain. On a lancé une opération qui ouvre 25% de logements sociaux, 25% de logements abordables et 25% de logements libres. Dans une des opérations sur l'abordable, aujourd'hui, on a une quarantaine de familles. Et quand on regarde qui sont ces familles, on a des jeunes ménages, des gens entre 35 et 45 ans, qui ont des jeunes enfants, qui jusqu'à présent habitaient en deuxième couronne de l'agglomération nantaise. Et pas par choix. S'ils avaient habité en deuxième couronne de l'agglomération parce que leur choix de vie, c'était celui-là, très bien, mais parce qu'ils y étaient contraints, y compris pour des questions financières, et que pour eux, ça devenait ingérable. Parce que le transport domicile-travail, parce qu'un certain nombre travaillaient à Nantes, faisait que dans la situation de crise économique et sociale, d'un simple point de vue financier, ça ne devenait pas gérable, et du point de vue de leur choix, de ce qu'ils souhaitaient, ce n'était pas possible. Grâce à cette opération, qui de fait participe à la densité, mais dans un quartier bien précis, dans un endroit bien précis,
au cœur d'un patrimoine qu'on valorise, qu'est le Vallon des Dervalières. Ils disent quoi aujourd'hui quand on parle avec eux? Ils disent on habite au cœur de Nantes. On a un double effet. On offre à ces familles la possibilité de choisir là où ils habitent, en fonction aussi de leur composition familiale. Et parce qu'ils mettent leurs enfants à l'école du quartier, à l'école de ce grand quartier populaire, ils participent de fait à ce que Gilles Retière évoquait tout à l'heure de la mixité sociale. Moi, je crois que si on veut avancer sur la question de l'intensité, de la densité, finalement, peu importe les mots et comment on l'appelle, on doit repartir des aspirations des habitants et de la question sociale qu'il y a derrière, parce que c'est quand même bien ça l'enjeu. Est-ce que demain, selon ses revenus, on n'est pas égal dans l'endroit où on choisit d'habiter? Et je ne suis pas sûre que la réponse soit densité ou pas densité, c'est comment on repart du modèle de vie, de ce à quoi les uns et les autres aspirent. Et pour cette famille, par exemple, pour ces familles au pluriel, la réponse, c'était effectivement dans une opération de densification au cœur d'un grand quartier populaire, au cœur de la ville-centre. Simon Prévost. Oui, je voulais rajouter, moi, ce qui est important aussi, c'est de travailler avec les citoyens au plus près des habitants, des jeunes, des groupes de travail, des commissions. On entend beaucoup parler aussi d'habitat partagé, des collectifs partagés. Donc ça, je pense qu'il y a vraiment un créneau à prendre avec ça. Et aussi accompagner les citoyens une fois qu'ils sont dans un nouveau quartier, comme par exemple des écoquartiers, etc. C'est des gens, ils comprennent pas forcément leur environnement et on peut les accompagner par des jardins familiaux, par des associations. Tout ça, ça crée du lien social et c'est aussi ça qu'il ne faut pas oublier, je pense. Et c'est toute la dimension de Capitale Verte, je pense, cette année. Gilles Retière. Oui, je voudrais dire à notre interlocutrice que ce n'est pas une position idéologique. Les situations sont variables d'une agglomération à une autre. La ville de Rennes est beaucoup plus dense que la ville de Nantes. Donc il y a des possibilités dans un certain nombre de cas. Deuxièmement, moi je veux bien qu'on discute, qu'est-ce qu'il faut préserver? L'espace naturel privé, le jardin, l'espace naturel public, la campagne ou l'espace agricole. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça se discute. Quand on parle en consommation d'espace, quelle proportion donne-t-on à chacun? Quelle proportion donne-t-on dans l'habitat privé, qu'il soit individuel ou collectif? Quelle proportion donne-t-on à l'espace public naturel, dans le micro-quartier ou dans le quartier? À chaque fois, ça se discute quand on est devant une opération. Et la réponse n'est pas toujours si simple que cela. Je veux bien qu'on en discute. Je me permets d'attirer votre attention sur une intéressante contribution qui figure dans le numéro de Place Publique que vous avez dans vos mallettes, d'un expert rennais pour le coup, qui est titré « Densité urbaine, sortir des malentendus » et qui explique bien effectivement que le thème de la densité passe mal auprès des gens en général, qui explique qu'on est passé, comme il le dit, d'une rhétorique du bonheur à une rhétorique de la responsabilité. Alors, ce qui ne remet pas en cause forcément en soi le bien fondé d'une ville plus dense, mais qui contribue à éclairer souvent les malentendus qu'il peut y avoir entre urbanistes et élus d'une part et habitants de l'autre. Il y a quand même eu ces derniers temps de nombreux recours, par exemple, déposés par des habitants de l'agglomération nantaise, qui témoignent d'une petite incertitude sur ces questions. Bien, j'avais dit que c'était l'avant-dernière intervention. Je me trompais parce que c'était une intervention importante qui a suscité pas mal de réactions. Donc il est l'heure de mettre un terme à notre deuxième table ronde de la journée, si vous voulez vous dégourdir un peu les jambes et aller dîner. Mais auparavant, le maître de cérémonie a des informations pratiques à vous communiquer. Gabriel Vitré. Oui, vraiment extrêmement terre à terre. Juste un message personnel pour commencer. Il y a quelqu'un parmi vous qui a une mallette avec des documents qui ne lui appartiennent pas. Il y a eu une interversion. Donc, si cette personne en question s'en aperçoit, les prier de ramener la mallette à l'accueil. Autre chose, vous avez droit à un moment de liberté là jusqu'à 20h30 pour ceux qui sont encore là ce soir. Donc, on a rendez-vous à 20h30 devant la Cité pour aller dîner dans un restaurant qui s'appelle le Cargo. Qui se trouve au bout d'un lieu-dit qui s'appelle le Hangar à Bananes, au bord de la Loire. Donc des cars vous y emmèneront et vous ramèneront ensuite. C'est un très bel endroit. Et vous ramèneront ensuite à vos hôtels.
Ceci dit, vous pouvez aussi y aller par vos propres moyens, à pied, en bus, à la nage éventuellement, et on vous ramènera aussi. Donc rendez-vous pour ceux qui veulent y aller en autocar à 20h30 devant la Cité. Et demain, reprise des travaux. Alors, demain matin, il y a une réunion du CA de la coordination nationale à 8h, mais là ça concerne un tout petit nombre de membres, ça se passera au Novotel. Ensuite, il y a 2 réunions simultanées ici de 8h30 à 9h30, une réunion des présidents des conseils et une réunion des animateurs. Donc ici sur la mezzanine de 8h30 à 9h30. Et sinon, les travaux reprennent en assemblée plénière demain matin à 9h30 et ça commencera avec une intervention du premier vice-président de la région, Christophe Clergeau, et ensuite l'assemblée plénière classique de la coordination. Voilà.